Le Porte-Rune, écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 4. Le manoir du vicomte. La silhouette du chasseur se mouvait dans les ténèbres. Il arpentait les ruelles du hameau dissimulées sous son long manteau noir. Évitant soigneusement les rares personnes encore dehors, le rôdeur se glissait dans les étroits passages qui séparaient les masures. Il arriva rapidement en face d'un parvis, devant l'église du village. Rasant les murs, il se cacha derrière les étals vides qui entouraient la place et contourna l'endroit, camouflé dans les ombres de l'enceinte d'un petit cimetière. Enfin, l'étranger atteignit les rives de l'étang. D'ici, il devinait la présence des gardes à l'entrée du domaine du vicomte. Les lueurs des torches se diffusaient au-dessus du mur d'enceinte, au niveau du portail d'accès. L'entrée principale était donc bloquée. Mais, si la muraille contournait bien l'ensemble de la propriété, le voyageur se doutait qu'un autre passage devait sans doute se trouver du côté du plan d'eau. Il allait tenter sa chance. Après avoir traversé un buisson de massettes, il se laissa glisser dans les ondes glaciales. Le vagabond sentait le parterre de vases où s'enfonçaient ses bottes. Très calmement, il commença à nager tandis que feuilles mortes et carassées effleuraient son corps, maintenant son arquebuse et ses réserves de poudre hors de l'eau. Les muscles engourdis par l'étang gelé, le nageur atteignit finalement la rive opposée. Il se hissa sur la berge de pierre recouverte d'algues brunes. Le vent se levait. L'aquilon lui glaçait les chairs encore davantage. Il souffla longuement afin de détendre ses muscles et calmer ses frissons. Il observa le haut mur d'enceinte devant lui, à la recherche d'un passage, d'une grille ou d'une poterne, mais rien. La muraille, particulièrement lisse et plate, était infranchissable. « Merde !» lâcha le chasseur dans l'obscurité. C'est alors qu'il remarqua quelque chose. Près du mur, à une vingtaine de mètres, un vieux peuplier noir montait haut vers le ciel étoilé. Ses branches s'épanouissaient de toutes parts, et certaines d'entre elles survolaient l'obstacle de pierre. Le voyageur vit en cet arbre la clé pour rentrer sur le domaine du vicomte. Sans attendre, le rôdeur commença son ascension. Il grimpa le résinifère, conquérant successivement branche après branche. Arrivé à la bonne hauteur, l'acrobate emprunta l'embranchement le plus robuste pour accéder au mur. Malgré cela, le bois paraissait traître. Il courbait sous le poids de l'étranger et laissait échapper de petits craquements inquiétants. Sous ses pieds, près de 6 mètres de vide le séparaient d'un sol rocheux. Le rôdeur arriva à mi-parcours et la branche céda brutalement. Le chasseur sauta juste à temps pour ne pas se briser les jambes en contrebas. Mais le saut fut trop court. Il atterrit violemment, le buste contre l'angle de la muraille. Le choc puissant contre la pierre lui coupa le souffle. Tenant fermement l'arête du mur, il tira de toutes ses forces alors que les blessures dans son dos se réveillaient. Finalement, il parvint à se hisser au sommet de l'enceinte. Il resta allongé là quelques minutes, le temps que la douleur s'estompe, tout en écoutant autour de lui s'il n'avait pas révélé sa présence. Heureusement, ce n'était pas le cas. Après avoir repris ses moyens, il se laissa doucement tomber de l'autre côté du mur. En touchant le sol, il roula pour amortir la chute. Il était enfin sur le domaine. Devant lui, un ensemble d'arbres fruitiers était disposé en quinconce. Un peu plus loin, le vagabond discernait la silhouette d'un kiosque au milieu du verger. Il regarda les environs. Sur la gauche, des dépendances étaient accolées au mur d'enceinte à une 30aine de mètres. Il n'en provenait nulle lumière. Les lieux semblaient bel et bien abandonnés. Il se dirigea discrètement vers les bâtiments et arriva au seuil de l'un d'entre eux. À ce moment, dans le ciel, la mer de nuages se dissipa quelques instants, laissant filtrer les lueurs stellaires. Un halo argenté enveloppa alors les jardins, révélant de plus belle la résidence du vicomte à un jet de pierre de là. Entourés par des parterres de fleurs peu entretenues, les plantes avaient commencé leur conquête des terrasses de pierre pavées qui s'étendaient au pied du manoir. Soudain, un éclat étincelant attira le regard de l'intrus. C'était la lumière blanchâtre des cieux qui se reflétait sur un filet d'eau. Celui-ci naissait de la borne à goulot d'une fontaine à vasque stylisée, au centre de l'esplanade devant la demeure solitaire. Derrière elle, quelques marches menaient à la porte de la villégiature.
Haute de 2 étages, elle était flanquée d'une multitude de fenêtres à carreaux. L'étranger, encore trempé et grelottant, observa le manoir durant quelques minutes. Il n'aperçut nulle silhouette au travers des fenêtres, ni la moindre flamme. Avant d'agir, il lui fallait patienter. Après tout, il ignorait encore ce à quoi il avait affaire. Il fit donc volte-face et plaqua son oreille contre la porte de la dépendance. Aucun bruit ne lui parvint. Alors, il décida d'entrer. Il faisait presque noir dans la pièce. Le rôdeur se déplaçait doucement, mais le parquet grinçait sous ses pieds. Une odeur de poussière et de renfermé flottait dans l'air. Lorsque ses yeux s'habituèrent suffisamment à l'obscurité, il discerna l'encadrure d'une cheminée. Il se fraya un chemin à travers les formes dans les ombres et s'agenouilla près de l'âtre. Le vagabond glissa le doigt à l'intérieur, dans les cendres. Elles étaient sèches et froides. À tâtons, il réussit à dénicher des herbes anhydres et du petit bois. Il observa les ténèbres derrière lui. Aucune lumière, ne serait-ce qu'une faible, ne provenait de l'extérieur. Le chasseur plongea sa main dans la doublure de sa redingote et en extirpa son briquet et un carré de tissu. Après avoir déposé l'herbe sèche dans le foyer, il frappa de plusieurs coups son percuteur d'acier contre le silex. De petites braises jaillirent du choc et commencèrent à dévorer le morceau d'étoffe. Le rôdeur le déposa dans la paille et souffla délicatement pour attiser les perles incandescentes. Rapidement, un modeste feu naquit, éclairant faiblement la salle. Comme il s'en doutait, les fenêtres étaient toutes closes. Avec ce feu si petit, aucune chance qu'il puisse être détecté depuis la demeure du vicomte. Dans la pièce, des tables étaient disposées en rangées parallèles, et une douzaine de chaises renversées reposaient sur leur surface. Les murs étaient recouverts d'armoires, de commodes et d'étagères vides pour la plupart. Au fond de la salle, une grande baignoire trônait au milieu d'une poignée de lits superposés. À l'entrée de la pièce, des établis, du matériel de cuisine et un vieux four à clapet se trouvaient là, sous une fine couche de poussière. L'intrus déposa ses vêtements près du feu, puis il se dirigea au fond de la salle, contournant les lits vers la fenêtre la plus éloignée des flammes. Là, il ouvrit discrètement le volet de bois et commença à observer le manoir, à l'affût du moindre signe de vie. Il lui faudrait faire preuve d'une grande prudence une fois là-bas. Il chargea son arquebuse, puis s'enveloppa dans une vieille couverture poussiéreuse qui traînait là. S'installant à la fenêtre, il devait désormais faire preuve de patience. 2 heures passèrent. Un mouvement, enfin. Le guetteur aperçut le brasillement rougeâtre d'une faible flamme à travers une fenêtre, au 2e étage. Elle dessinait une silhouette humaine, avançant dans la demeure, illuminant successivement les vitres à son passage. Après un petit moment, elle arriva au rez-de-chaussée, s'arrêtant dans une pièce. La lumière était posée sur un meuble et la forme humanoïde se déplaçait autour d'elle. C'était maintenant. Il fallait agir. Le rôdeur passa rapidement ses vêtements, récupéra ses effets et sortit en vitesse du bâtiment. Laissant la dépendance derrière lui, il se retrouva à nouveau sous la voûte céleste. À grands pas, le vagabond se dirigea vers le manoir, le dos courbé. La silhouette était toujours là, flottante derrière les carreaux de verre. Arrivé à la porte, l'étranger tourna la poignée. Fermée. Cela aurait été trop facile. Il s'accroupit encore davantage et se glissa sous la fenêtre pour écouter les sons qui provenaient de l'intérieur. Rien de particulier ne lui parvint, si ce n'étaient des bruits de vaisselle que l'on manipulait. L'étranger réfléchit. Il ne pouvait entrer aussi discrètement qu'il aurait pu le souhaiter. Les accès étaient fermés et briser une fenêtre risquait d'attirer la garde qui se trouvait non loin. L'idée de combattre les miliciens de fortune qu'il avait croisés plus tôt dans la journée lui traversa l'esprit. Ces guerriers de pacotille lui faisaient presque pitié à l'idée de les imaginer croiser le fer avec lui. La personne dans la pièce éclairée ne bougeait toujours pas. Et jusqu'à quand cela allait-il durer ? Agir, l'heure n'était plus à la réflexion. Le chasseur s'élança le long du mur pour contourner la demeure. Arrivé de l'autre côté, il observa la façade. Les fenêtres étaient encadrées par un lierre grimpant qui courait le long du mur, de la base jusqu'à la charpente. Au premier étage, un balcon était soutenu par 2 piliers de bois diagonales qui s'appuyaient contre la pierre.
D'ici, l'intrus remarqua des rideaux flottants au gré du vent, par-dessus la balustrade. Il y avait donc un accès ouvert, même s'il se trouvait à presque 5 mètres du sol. Heureusement pour l'étranger, la maison était ancienne. La pierre qui constituait ses murs avait subi les assauts du temps, creusant des irrégularités et renforçant ses reliefs. L'ascension allait être très risquée, mais elle n'était pas impossible. Il se jeta à l'assaut de la façade, s'aidant du lierre et de toute prise à sa disposition. La roche s'effritait, la plante s'en arrachait facilement. Par 3 fois, il faillit chuter. Finalement, les doigts éraflés par la périlleuse escalade, il atteignit le niveau du balcon. À l'aide des renforts de bois qui soutenaient la plateforme, il se hissa sur la balustrade. Puis, à pas de velours, le montant l'air posa délicatement les pieds sur le bois gondolé. Face à lui, une porte double était ouverte. Des rideaux bleus dansaient tels des fantômes sous la caresse du vent froid. Il s'arrêta un instant pour verser de la poudre dans le bassinet de son arme. Le fusil contre l'épaule, il entra dans le manoir. L'intrus pénétra dans une grande chambre. Du mobilier bordait les murs, et un lit à baldaquin était installé au milieu de la pièce. Le rôdeur traversa la salle jusqu'à une porte de l'autre côté. Il l'ouvrit d'une dizaine de centimètres, sur ses gardes, avant de jeter un œil sur ce qui se trouvait derrière. C'était un corridor. Au bout, il pouvait distinguer dans les ombres 2 escaliers. L'un descendait, l'autre montait. Avant de se rendre à l'étage supérieur, il devait assurer ses arrières. Quelqu'un, ou quelque chose, était encore en bas. Il emprunta le couloir et descendit les marches sans un bruit. Il arriva dans un vestibule. Des portes étaient flanquées sur chaque mur, mais un liseré de lumière débordait sous l'une d'entre elles. Le chasseur enclencha le rouet de son arme. Dans le silence, il descendit les dernières marches qui le séparaient du sol de pierre jusqu'à atteindre la porte. Il empoigna doucement le pommeau, le faisant coulisser sur lui-même tout aussi discrètement. La porte s'ouvrit, sans un son, tandis que le rôdeur braquait son arme en entrant. Une silhouette était assise à une table. De dos, elle buvait un verre de vin tout en grignotant des tartines de fromage. On entendait le couteau gratter le pain. À côté, posée sur la table, une lanterne irradiait sa lumière dansante. La cuisine autour de la silhouette était composée d'établis, d'armoires travaillées et d'étagères massives abondamment pourvues. De multiples poêles et casseroles pendaient au-dessus d'un évier et d'un four en pierre sombre. « Criez, et vous êtes mort !» ordonna calmement l'étranger. La silhouette sursauta, brisant la tartine qu'elle tenait au passage. « Fermez-la, et mettez vos mains derrière la tête. Au moindre geste suspect, je vous fais sauter le crâne. » Elle obtempéra. « Maintenant, retournez-vous, doucement. » La silhouette obéit à nouveau. L'intrus découvrit un homme sinistre. Il avait les joues creusées, des cernes marquées sous les yeux, des cheveux en bataille et une barbe mal rasée. Il portait cependant des vêtements de qualité, des souliers verts, presque neufs, un pantalon brun et un pourpoint à maheutre, décoré de bandes noires et vertes. Un collier pendait à ses épaules jusque sur son torse, retenant une topaze enchâssée dans un réceptacle en argent. Le reflet de la lanterne vacillait sur la pierre dorée. La voix basse, étouffée par la peur, l'homme prit la parole. « J'ai de l'or, des objets de valeur. Je vous en prie, ne nous faites pas de mal. » « Vous êtes Louis de Haut-Vallon ?» Le malheureux déglutit. « Oui. Et vous, qui êtes-vous » ? « Je pose les questions. Vous y répondez. Je sais que vous n'êtes pas seul ici. Où est-elle ? Où est votre femme ?» Les yeux du vicomte se déformèrent sous la terreur. « Si vous ne me répondez pas, je la trouverai par moi-même. Mais en attendant, je serai obligé de vous faire taire. Alors gagnons du temps tous les deux. » « Je ne vous laisserai pas me la reprendre, » dit-il, le visage baissé avec une voix très faible, presque inaudible. « Quoi ?» Le maître des lieux releva la tête. Il avait les yeux écarquillés, le regard dément. On pouvait facilement y voir le spectre d'une folie violente s'emparer de lui. « Vous ne me la reprendrez pas !»
Comme possédé, le seigneur se jeta sur le chasseur, le bras armé de sa lame. Il frappa l'intrus de toutes ses forces, d'un grand coup vertical. Son bras se perdit dans le vide. Son adversaire, d'un rapide pas de côté, avait évité l'assaut. Il souleva la crosse de son fusil et l'écrasa contre le visage du vicomte, qui s'effondra sur la pierre froide. Rapidement, la roche fut souillée par une mare écarlate, grandissant peu à peu. Fais chier. Il farfouilla dans la cuisine jusqu'à dénicher des torchons propres qu'il appliqua sur la plaie ouverte du sang bleu jusqu'à ce que le liquide écarlate cesse de couler. Une fois terminé, le rôdeur le laissa là, sur le sol. Son exploration n'était pas terminée. La créature qui vivait là avait dû entendre la rixe, et pourtant, elle ne s'était pas encore montrée. Sans doute l'attendait-elle quelque part, dans la vaste demeure, prêt à fondre sur lui. Le vagabond le savait. Il n'avait pas tiré sur le vicomte, pas par pitié ou par bonté, mais parce qu'il ne voulait pas que l'on entende le tonnerre de l'arme à l'extérieur. La chance était avec lui. Apparemment, personne ne les avait remarqués au dehors. Mais, selon la créature qui l'attendait là-haut, la discrétion pouvait bien devenir le cadet de ses soucis. Il gravit les marches aux aguets, prêt à faire feu à tout instant. Il arriva au dernier étage sans encombre. Un nouveau corridor s'étendait devant lui. Au bout, des lumières ondulaient sous la porte. Il n'entendait rien, hormis le crépitement d'un feu. Il serra les mâchoires, sans voulant d'entendre son cœur battre si vite. Même après toutes ces années, l'angoisse de l'inconnu le saisissait encore parfois comme au premier jour. Il tourna la poignée et se jeta dans la salle, arme au poing. C'était une grande chambre, richement décorée. Des tableaux, des sculptures et des pièces d'armes et d'armure étaient exposés. Le blason des hauts vallons dominait un grand lit où reposaient des couvertures chargées de belles broderies. Un feu brûlait tranquillement dans l'âtre d'une cheminée. Sur le qui-vive, il balaya la salle, son canon prolongeant son regard. Il s'arrêta net. Quelqu'un était là, un homme attaché à l'un des pieds du lit. Il était maquillé et portait une splendide robe de mariage. Les yeux écarquillés, le regard mêlé de peur et d'espoir, l'homme supplia l'étranger. « Aidez-moi !